Merci. Bien. Alors, tout d'abord, pour que ça soit bien clair, les APE, même s'ils comprennent une dimension de coopération, ce sont avant tout des accords commerciaux. Et le principal élément de ces accords commerciaux, c'est la libéralisation, c'est-à-dire la suppression des droits de douane sur le marché ouest-africain au profit de produits européens. En échange de quoi, le libre accès au marché européen, qui n'est pas une chose nouvelle, qui date des conventions de Lomé, est maintenu. L'appréciation des APE que l'on peut faire dépend donc de l'analyse et de la vision que l'on a, d'abord de la situation et des perspectives économiques et sociales dans les différents pays de la région, deuxièmement, de la vision du développement économique et social que l'on souhaite promouvoir, et notamment du rôle que l'on souhaite donner aux importations et aux exportations, et enfin, du rôle que l'on donne aux politiques commerciales dans cette stratégie de développement. Alors, concernant la situation économique et sociale et les perspectives de l'Afrique de l'Ouest, je crois qu'il faut rappeler un certain nombre de chiffres. La croissance économique annuelle, le taux de croissance économique annuel des pays de l'UEMOA au cours des dernières années, bien entendu on parle de la période antérieure au Covid, est un taux de 6 à 7% annuel. Si on fait une moyenne de l'ensemble de la région, et compte tenu du poids du Nigeria, qui représente 70% du PIB de la région, et du fait qu'au cours des dernières années, le taux de croissance du Nigeria a été relativement faible, aux alentours de 2%, le taux de croissance moyen de l'ensemble de la région est plutôt entre 3,5 et 4%. Si on rapporte le taux de croissance à la population, c'est-à-dire si on calcule le taux de croissance du PIB par habitant, eh bien, on tombe sur quelque chose de 2 fois plus faible, c'est-à-dire plutôt aux alentours de 1,5 à 2%, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas négligeable, mais qui n'est pas très important non plus. Et de fait, quand on regarde l'évolution du taux de pauvreté dans la région, eh bien, il y a eu certes une certaine diminution, mais il reste extrêmement important avec un taux de pauvreté de 43%. Et de fait, quand on regarde les inégalités de répartition de revenus, eh bien, elles n'ont pas véritablement décru depuis une vingtaine d'années. On reste avec un coefficient de Gini de l'ordre de 40, et ce qui est donc relativement important. Si on regarde plus en profondeur, on s'aperçoit qu'il existe fondamentalement une sous-rémunération structurelle du travail agricole, alors que la population rurale vit essentiellement du travail agricole. Prenons ces chiffres-là. La population agricole représente 50% de la population active de la région. Dans le même temps, le PIB issu de l'agriculture représente 21% du PIB régional. Ceci signifie que, alors que la population agricole, qui représente la moitié de la population, en gros, bénéficie ou reçoit 21% du revenu de la région, l'autre moitié de la population, c'est-à-dire celle qui est plus dans les secteurs secondaires et tertiaires, en reçoit 79%. C'est-à-dire, alors c'est un calcul approximatif, je le précise, mais globalement, les revenus, la rémunération du travail est dans l'agriculture 3 à 4 fois plus faible que dans le reste de l'économie. C'est un problème structurel, c'est d'ailleurs dans les milieux ruraux que les niveaux de pauvreté et les niveaux d'insécurité alimentaire sont les plus élevés. Et cette crise du milieu rural, elle se répercute dans l'ensemble de la société, puisqu'elle est à l'origine de l'exode rural
elle est à l'origine de l'explosion de la population urbaine et dans un contexte où, et ça c'est extrêmement important à avoir en tête, l'industrialisation et le développement des services ne sont aujourd'hui pas suffisants pour absorber cet afflux de main-d'œuvre d'origine rurale dans les villes. Que va-t-il passer dans les décennies à venir? Eh bien, compte tenu des caractéristiques démographiques et de là où en est l'Afrique de l'Ouest en termes de transition démographique, il faut s'attendre encore à un doublement de la population d'ici 2050. Et donc, cette problématique que j'ai mentionnée va continuer à se manifester au moins pendant quelques décennies. Quelles sont les causes de la sous-rémunération structurelle de l'agriculture? D'abord, disons que, heureusement, la production agricole a fortement cru au cours des dernières décennies. Mais c'est essentiellement le produit d'un accroissement des surfaces cultivées qui s'accompagne bien souvent d'une destruction irrémédiable d'écosystèmes précieux pour la région. Donc, cette croissance s'exprime davantage par cette expansion des surfaces cultivées que par une augmentation des rendements agricoles, mettant en évidence les limites de la révolution verte dans la région et mettant en évidence le besoin d'une nouvelle intensification de la production agricole, davantage basée sur l'agroécologie, sur une restitution de la fertilité, sur une reconstruction de la fertilité des sols et des écosystèmes, une intégration de l'agriculture et l'élevage, l'agroforesterie, etc. Mais, et c'est là où on va en venir à la question des APE, cette crise de l'agriculture, elle est aussi liée à la question des prix agricoles. Et des prix agricoles relativement aux prix des autres produits dans la société. En réalité, même s'il existe une certaine protection commerciale du marché agricole régional, les prix agricoles sont très liés aux prix mondiaux, aux marchés mondiaux. Et les prix mondiaux, ils dépendent essentiellement des conditions de productivité dans les régions les plus productives du monde, et ces prix sont encore davantage affaiblis par le fait qu'il existe dans un certain nombre de pays riches, et notamment dans l'Union européenne, des subventions à l'agriculture qui viennent encore plomber davantage ces prix agricoles. Ce processus risque de continuer au cours des années à venir, parce qu'il y a des régions du monde où il existe encore des potentiels d'accroissement fort de la productivité de l'agriculture, et donc d'accroître la compétitivité, c'est-à-dire la capacité de commercialiser des produits agricoles à un prix encore plus faible. Le processus de libéralisation de l'agriculture prévu par les APE va accroître le lien entre les prix agricoles intérieurs de la région et ces prix mondiaux qui risquent d'une façon tendancielle de continuer leur baisse. Les faibles revenus agricoles sont un problème, d'une part en termes de pauvreté, d'insécurité alimentaire, mais ils signifient aussi plus de difficultés pour les agriculteurs pour investir dans la transition agroécologique dont je parlais tout à l'heure, qui elle seule peut permettre d'accroître durablement les rendements agricoles dans la région. Et donc, je pense en conclusion de cette première partie qu'il existe véritablement un problème qui doit être résolu, qui est celui de la sous-rémunération structurelle du travail agricole, et les APE ne vont pas dans le sens de la résolution de ce problème. Alors, on pourrait aborder les questions d'une autre façon. Et je lisais hier un rapport de la Banque africaine de développement, et c'est l'approche qu'ils ont, et je pense que derrière, dans beaucoup d'institutions, il y a cette approche qui est de dire, ok,
la rémunération du travail dans l'agriculture est faible, eh bien, ce qu'il faut, c'est accélérer le transfert de la main-d'œuvre agricole vers d'autres secteurs d'activité. Je pense que ce pari est dangereux, compte tenu de l'ampleur de l'exode rural que cela peut générer et compte tenu des capacités réelles des autres secteurs d'activité, industrie et services, d'offrir des emplois rémunérateurs. Je ne parle pas de petits boulots, je parle d'emplois productifs et rémunérateurs pour une population issue de la campagne, issue de la brousse, qui viendrait dans des proportions encore plus importantes s'entasser dans les villes. Parlons maintenant de l'industrie. Le degré d'industrialisation de l'Afrique de l'Ouest existe, mais il est relativement faible. Et je suis d'accord que c'est un enjeu tout à fait central. Cette industrialisation, disons-le aussi, elle est rendue plus difficile dans un certain nombre de secteurs par la concurrence d'importations à bas prix. Même si je suis d'accord avec ce qui a été dit auparavant, que dans certains cas, l'importation à bas prix d'intrants ou de moyens de production de l'industrie peut au contraire favoriser le processus d'industrialisation. Sur cette question de la concurrence des produits importés dans l'industrie, ayons en tête, pour ne pas se focaliser sur les APE, que bien souvent, elle vient davantage d'autres pays, et notamment de pays asiatiques, plutôt que de l'Union européenne. Je voudrais signaler par rapport à cette question des intrants à bas prix, qui peuvent favoriser l'industrialisation. Et effectivement, on le voit bien dans les choix des gouvernements de la région, le choix est souvent fait de développer des industries à base de matières premières importées. Le problème est que ce choix, je ne dis pas il a sa justification, et dans un certain nombre de cas, c'est un bon choix. Mais bien souvent, ceci se fait aux dépens des activités productives, nationales ou régionales, qui pourraient produire des intrants du même type. Je pense que l'exemple emblématique de cette situation est un exemple que nous, au Grec, nous avons beaucoup étudié avec des partenaires de la région, c'est la question du lait. Le choix qui est fait, avec des taux, des droits de douane extrêmement faibles, c'est de développer une industrie laitière à base de poudre importée, de poudre de lait, et de plus en plus, c'est même pas de la poudre de lait, c'est un mélange de poudre de lait et d'huile de palme. Bien. Le problème, c'est que ce choix se fait au détriment de la production régionale de lait, et que les laiteries, les industriels ne sont absolument pas encouragés à développer des réseaux d'approvisionnement en lait local, puisqu'il leur est beaucoup plus facile et beaucoup moins cher d'importer de la poudre et d'utiliser cette poudre pour refaire du lait liquide ou faire du yaourt, etc. Ainsi, il faut aussi insister sur le fait que le renforcement des importations de produits alimentaires et de la consommation de produits alimentaires génère une modification des habitudes alimentaires, qui peut être un problème structurel pour le long terme, pour le développement de l'agriculture et pour la transformation de produits agricoles par des industries locales. Aujourd'hui, moi j'ai trouvé des consommateurs qui disent oh ben nous on a été habitués à boire du lait reconstitué à partir de la poudre de lait et on préfère ça à du lait local. Voilà un exemple de transformation d'habitudes alimentaires. Alors maintenant, les habitudes alimentaires, la transformation, c'est un problème, mais c'est aussi quelque chose qui peut être réverti dans le temps s'il y a une volonté politique pour. Bien.
Parlons de la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest produit l'essentiel de sa production et de sa consommation. Et il faut le dire, parce qu'on a souvent des visions fausses par rapport à ça. Et ceci a été permis par une très forte progression de la production agricole au cours des dernières décennies. Même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette progression de la production agricole s'est faite plus sur la base d'une expansion des surfaces, qui a forcément ses limites dans le temps, que sur une augmentation des rendements. Aujourd'hui, par exemple, si on prend les céréales et autres produits amylacés, le taux d'autosuffisance de la région ouest-africaine est de 92%. Mais attention, il y a certains produits où il y a une dégradation et où on a des taux plus faibles. Dans le cas des produits laitiers, le taux d'autosuffisance de la région n'est que de 61%. Ce qui signifie un taux de dépendance qui tend tout de même à devenir important. La question centrale est, au cours des 30 prochaines années, alors que la population de la région ouest-africaine va doubler, et que donc la consommation de produits alimentaires va doubler, qui va profiter de cela? Qui va produire cette consommation accrue? Est-ce que c'est les agriculteurs de la région ou bien est-ce que ce sera des importations? Et je pense que la question des APE, elle doit aussi être abordée par rapport à cette question essentielle. Quel est le modèle que l'on souhaite? Et donc, aujourd'hui, moi je pense que l'enjeu donc, de développement de la production agricole n'est pas seulement un enjeu pour les revenus paysans, mais c'est aussi une question de sécurité de long terme des approvisionnements, une question de sécurité alimentaire, parce que, certes, on trouve de la nourriture sur le marché mondial, mais avec toutes les incertitudes qu'il existe, et la Covid a mis tout de même en évidence un certain nombre de fragilités des filières, des filières agroalimentaires, avec toutes les incertitudes qui existent, avec notamment la question du changement climatique, qui dit que dans 20 ans, dans 30 ans, il sera toujours aussi facile d'acquérir sa nourriture sur le marché mondial, et que l'Afrique de l'Ouest aura les ressources monétaires pour le faire. Voilà. En conclusion, je pense que cette question des APE, elle répond à un choix en termes de modèle de développement, de développer les importations, de développer les exportations. C'est un choix qui peut être discuté, mais je voudrais tout de même mettre en avant les risques de ces choix, et que ça soit bien réfléchi, et que la société civile prenne les moyens véritablement de prendre position sur ces questions. J'ajouterais aussi que le choix de miser sur les exportations, là aussi peut induire un certain nombre de risques. J'ai bien entendu ce qui a été dit, et c'est vrai avec l'élection de Biden, etc., il va y avoir une relance du multilatéralisme, etc. Mais j'attire aussi l'attention que pour des raisons sociales, pour des raisons économiques et pour des raisons écologiques, il y a tout de même une montée en puissance dans le monde de réflexion, de position, de lutte politique pour une relocalisation des systèmes alimentaires. Et c'est vrai en Europe, et c'est vrai dans d'autres régions du monde. Et peut-être qu'on est peut-être à un tournant aussi, même si le multilatéralisme continue à faire des progrès sur le court terme. Et que miser excessivement sur une dépendance par rapport à des marchés d'exportation, eh bien, ça peut aussi impliquer un certain nombre de risques. Voilà, donc je voudrais aussi, peut-être pour conclure, dire quelques mots sur les impacts fiscaux des APE. Bon, vous avez effectivement mentionné que la baisse des droits de douane, elle doit in fine se répercuter aux consommateurs, mais enfin, l'État est aussi en mesure
de prendre un certain nombre de décisions en matière économique et sociale que ne peuvent pas prendre les entreprises. Et que, ayons en tête tout de même que les dépenses publiques ramenées à l'ensemble du PIB sont déjà relativement faibles dans la région ouest africaine. C'est 25% en moyenne. Dans l'Union européenne, on est à 35%. Donc, des mesures qui vont encore affaiblir les capacités d'intervention de l'État dans le domaine économique, dans le domaine social, là aussi, c'est tout de même quelque chose qui doit poser problème. Je voudrais aussi dire une chose sur un argument qui est souvent donné en faveur de la libéralisation. C'est que la libéralisation, c'est favorable aux consommateurs, c'est favorable notamment aux consommateurs les plus pauvres dans les villes, et que donc c'est quelque chose de positif. Alors face à cet argument, qu'il faut prendre en considération, bien entendu, les consommateurs doivent être pris en considération, mais rappelons tout de même que là où il y a le plus de pauvreté, là où il y a le plus d'insécurité alimentaire, c'est dans les campagnes. Et que donc, quelque part, une politique qui viserait à satisfaire les consommateurs urbains à travers des prix agricoles et alimentaires faibles, au détriment de la paysannerie, des agriculteurs, est finalement une politique qui reviendrait à remplir un puits sans fond, puisque c'est finalement une politique qui ne ferait qu'accroître la crise agricole et donc accroître le nombre de consommateurs pauvres dans les villes de demain. Je pense que la question de l'intégration africaine est une question absolument centrale. Tout d'abord, il y a une chose importante qui a été dite dans le débat de hier matin, c'est que qui dit intégration, il y a plusieurs visions de l'intégration. L'intégration, ce n'est pas forcément seulement ouvrir les marchés et libéraliser les échanges. C'est aussi, ça peut aussi être des politiques de coopération et des politiques de solidarité. Bien. Alors, je pense que l'intégration africaine, l'intégration régionale ou africaine ne doit pas être pensée comme une fin en soi, mais en fonction d'éléments concrets. En gros, je dirais que l'intégration en termes de libéralisation interne est positive s'il existe véritablement des complémentarités entre les économies des différents pays. Et à ce moment-là, il peut y avoir une spécialisation des différents pays, des différents territoires, en fonction de leurs avantages comparatifs. Mais s'il n'existe pas de complémentarité, ou si ces complémentarités, c'est-à-dire si en gros la structure des économies est à peu près la même, et si en plus il y a la libéralisation risque de renforcer en fait les inégalités entre régions. À ce moment-là, il faut compléter cette libéralisation, cette intégration par des politiques de transfert solidaires en faveur des régions les moins avancées. Donc, moi, je me pose la question, tout de même, par rapport à cette question qui est maintenant d'actualité, de l'intégration régionale africaine. Et je pense que les organisations de la société civile doivent bien y réfléchir. Quelle complémentarité existe-t-il entre, on va dire, les grands exportateurs, le Maroc et l'Afrique du Sud, et la région ouest africaine? Parce que le fait que l'Afrique du Sud et le Maroc puissent exporter vers l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de doute. Mais qu'est-ce que peut exporter l'Afrique de l'Ouest vers ces pays? Deuxièmement, quel mécanisme de transfert solidaire, comme il y a eu par exemple le cas avec l'Union européenne, il y a eu des fonds structurels extrêmement importants de transfert des régions riches vers les régions les plus pauvres. Quels transferts sont prévus dans ce projet d'intégration économie africaine? Pour l'instant, moi, je ne les ai pas vus. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut aborder. Et moi, j'aurais tendance à penser que la priorité, elle devrait être à l'intégration régionale ouest africaine, parce que certainement, il y a des complémentarités.
sur un certain nombre de produits. Certainement, il y a des complémentarités qui pourraient être créées, mais ça implique aussi un effort de planification régionale. C'est quoi la vision en termes de complémentarité des différentes économies ouest-africaines d'ici 10 ans, d'ici 20 ans? Et quels moyens on y met pour faire en sorte que ces complémentarités se développent et qu'il y ait véritablement une intégration régionale harmonieuse? Voilà. Et c'est des questions, il me semble, qui ne sont pas suffisamment présentes dans les débats actuels sur ces questions des APE et sur ces questions de l'intégration régionale. Voilà, merci. Merci Laurent. Merci Laurent, merci pour cet exposé. Voilà, Laurent, c'est